Salut, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur le grand rendez-vous. Un plaisir d'être avec vous ce soir, grand angle, sur ce qui est désormais en préparation dans les coulisses des partis. La compétition interne pour la désignation des candidats à l'élection présidentielle du 12 avril 2026 semble être lancée. Les derniers développements de l'actualité à propos font écho des annonces faites chez les démocrates. Le temps est donné sans précision de délai pour dévoiler le duo candidat à la majorité présidentielle. Une date est donnée, on parle de mai, mais probablement pour sortir la carte de jeu. D'ici là, que peut-il bien se passer dans les hautes instances des partis? Comment chaque courant politique va-t-il procéder pour le choix du duo candidat à l'investiture du parti? Passer par les primaires ou bien aller au consensus ou encore imposer des noms? La compétition interne est désormais ouverte dans ce grand rendez-vous. Nous passons en revue les différentes méthodes. Merci d'être avec nous. Le débat dans un instant avec nos chroniqueurs invités après la météo politique de Mardoché Gounou. Et ce soir, plus loin, en toute franchise, on reçoit le porte-parole de l'Union progressiste, le Renouveau. Le parti aborde 2025 avec nombre d'actions. Ces dernières semaines, il y a eu du mouvement, il y en aura les jours et semaines à venir. Comment le parti du Baobab géant avec l'arc-en-ciel à sa cime compte-t-il tenir la route pour réussir le virage de 2026 dans cette tempête politique et électorale? Nous poserons la question à Christian Parfait Arroyo. Il est notre invité politique. Et avec notre consultant dans l'œil de l'expert, nous explorerons les méthodes de sélection partisane du candidat à l'investiture d'un parti pour une élection présidentielle. Comment s'opère la désignation et quelles sont les modalités? Patrick Henou est sociologue, politiste, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. C'est le grand rendez-vous. Merci de bien vous installer. On démarre avec la météo politique de cette semaine, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité politique à l'approche des élections générales de 2026. Avec moi, Mardoché Alberto Gounou, bonsoir. Bonsoir Christian, Adandédia, amis téléspectateurs, bonsoir. Allez bien, ce soir vous nous proposez, on entame un détour dans l'une des institutions clés de la République. Je veux parler de l'Assemblée nationale. Que devons-nous savoir? Exactement, Christian Adandédia. L'Assemblée nationale est l'organe législatif d'un pays. Elle joue un rôle fondamental dans le fonctionnement de la démocratie en assurant 3 missions essentielles. Première mission, et Christian Adandédia, légiférer. À ce titre, elle propose, discute et adopte les lois qui régissent la vie du pays. Deuxième mission essentielle, contrôler l'action du gouvernement. À ce niveau, les députés questionnent l'exécutif, mènent des enquêtes et peuvent, dans certains cas, voter une motion de censure. La troisième mission, pour finir, l'Assemblée nationale a pour mission de représenter les citoyens. Il faut savoir que chaque député est élu pour porter la voix du peuple et défendre les intérêts de sa circonscription. Allons voir. Au Bénin, quelle est alors l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale du Bénin, dont le siège se trouve à Porte-Nouveau, est un parlement monocaméral, c'est-à-dire elle est constituée d'une seule chambre. Elle est composée de 109 députés élus pour un mandat de 5 ans au suffrage universel direct. Elle fonctionne de la manière suivante. La première, il y a d'abord la plénière. À ce niveau, il s'agit de la réunion de l'ensemble des députés. C'est elle qui vote les lois et contrôle l'action du gouvernement. Il y a aussi le président. C'est un député élu par ses pairs pour la durée de la législature. Il est constitutionnellement la deuxième personnalité de l'État. Il dirige l'Assemblée, la représente dans la vie politique nationale et internationale. Après, il y a aussi le bureau qui est un organe de 7 membres. Il assiste le président dans sa fonction de direction de l'Assemblée nationale. Ces membres sont élus poste par poste dans les mêmes conditions et au cours de la même séance que le président du Parlement. Ensuite vient les groupes parlementaires, actuellement au nombre de 3 représentant les 3 partis politiques qui siègent actuellement au Parlement. Il y a aussi les commissions permanentes qui sont des organes à caractère purement technique créés au sein du Parlement et qui regroupent les
députés. Nous en avons 5. Et quand le président de l'Assemblée reçoit les projets ou propositions de loi, il les transmet selon l'objet à l'une des commissions. Enfin, il y a aussi la conférence des présidents qui est le regroupement des membres du bureau et des présidents des différents organes de l'Assemblée nationale. Et vous nous amenez découvrir la petite histoire autour de notre Assemblée nationale. Exactement, Christian Dadijan, l'Assemblée nationale a une histoire et puis bien mouvementée. Pour faire court, avant l'indépendance, le pays était sous administration française. L'organe législatif s'appelait alors le Conseil général du Dahomey, puis l'Assemblée territoriale en 1956. Après les indépendances en 1960, le Bénin a traversé plusieurs périodes d'instabilité politique marquées par des coups d'État successifs. L'Assemblée nationale a été dissoute à plusieurs reprises. En 1972, le général Mathieu Kérékou prend le pouvoir et instaure un régime marxiste-léniniste. L'Assemblée nationale est alors remplacée par le Conseil national de la Révolution qui devient ensuite Assemblée nationale révolutionnaire. Ce n'est qu'en 1990, lors de la conférence nationale des forces vives de la nation, que le Bénin retrouve une véritable démocratie parlementaire avec l'adoption d'une nouvelle constitution. Pour rappel, dans le cadre institutionnel défini par la constitution de février 1959, il faut le rappeler à nos jeunes téléspectateurs surtout qu'avant la constitution de 1990, il y avait une constitution de février 1959. Cette première expérience parlementaire a duré d'avril 1959 à novembre 1960. Elle a été présidée par Justin Tometi à Omarigui. Et voilà, les jeunes téléspectateurs vous disent merci pour ces précisions apportées ce soir. Alors, Alberto Martouché-Goulou, revenons à l'actualité de ces derniers jours. Janvier Yaouéléou était sur la scène médiatique, une première sortie depuis sa nomination. Oui, le coordonnateur des ministres conseillers, lors de son passage dans une émission télévisée, a abordé plusieurs sujets. Il a notamment évoqué le rôle des ministres conseillers, la posture de l'opposition, les récentes déclarations d'Adrien Oumbédi ainsi que les rumeurs entourant une éventuelle candidature de Patrice Talon en 2026. Sur les propos de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Janvier Yaouéléou a formulé des critiques soulignant l'instabilité politique de Oumbédi. Il a rappelé que ce dernier, en étant au Pêchois, avait soutenu la loi sur le numérique pour ensuite en contester la pertinence aujourd'hui. Il souligne que cette attitude d'adaptation aux circonstances ternit l'image de l'homme politique, suggérant qu'il manque de convictions solides sur l'avenir du PRD. Le coordonnateur des ministres conseillers a averti que tout éloignement de la mouvance présidentielle serait une mauvaise décision pour le parti et son leader. Rappelons que le PRD a récemment commémoré les 25 ans de disparition d'El Hadj Moucharafou Badamassi, ancien vice-président du parti. À cette occasion, Adrien Oumbédi a invité ses militants à prier pour la stabilité du parti, tout en lançant une mise en garde contre les ennemis politiques. Et l'ancien président Boniaï, président du parti Les Démocrates, renouvelle ses rencontres politiques. Il était sur le terrain. L'ex-président Boniaï multiplie les rencontres avec les figures politiques béninoises. Ce mardi 11 février, il s'est rendu au domicile de Bruno Amoussou, ancien président de l'Assemblée nationale, accompagné de l'ex-ministre Alassane Tigri, pour présenter ses vœux du nouvel an. Ce n'est pas la première fois cette année puisqu'il a également rendu visite à Nicéphore Soglo et à Adrien Oumbédi. Bien que son état de santé l'ait tenu éloigné du terrain pendant la période des fêtes de fin d'année, ces récentes sorties suscitent des interrogations sur ses intentions politiques. L'avenir, Christian nous dira si ces démarches marquent le début d'une nouvelle phase pour le président du parti Les Démocrates qui se prépare à désigner son duo de candidats à l'élection présidentielle. Et sur le terrain, des incompréhensions également. Les démocrates dénoncent les interdictions de rassemblement. Oui, ils étaient face aux hommes des médias mardi 11 février à leur siège à Cotonou. Le groupe parlementaire de ce parti a dénoncé les interdictions répétées de ces activités politiques sur le terrain. Selon les conférenciers, ces interdictions orchestrées par les forces de l'ordre vont à l'encontre de la législation qui garantit la liberté d'expression et d'association. Un coup dur pour le parti qui n'entend pas se laisser faire. Et on va finir avec une autre conférence de presse, celle de l'acteur politique Bertin Korovi. Il a entretenu les journalistes sur le thème « Quelle voie pour l'Afrique et le Bénin ?» Le conférencier a abordé l'avenir de l'Afrique en explorant les liens entre démocratie, alternance au pouvoir et développement.
Il parle de la nécessité de repenser les modèles de gouvernance, soulignant que certains pays africains ont privilégié la stabilité et la continuité pour assurer le développement. Selon lui, le Bénin devrait suivre cette voie en permettant à la dynamique talent de se poursuivre au-delà de 2026 et ce pour au moins 10 ans. Et voilà, merci beaucoup Alberto Mardoché Goulou. C'était donc la météo politique au Bénin qui donne à présent place à l'édito de ce soir avec Omar Salouf qui nous parlera du système partisan qui se trouverait à l'épreuve des primaires et juste après nous aurons les points de vue avec nos chroniqueurs. C'est les points de vue à partir de cet instant et vous aurez l'édito de ce soir avec Omar Salouf, le système partisan à l'épreuve des primaires. Mais avant, on va vous présenter la composition du plateau de chroniqueurs. Bonsoir à vous, Roland, Laurent Todeikes. Christian Adadédia, bonsoir, bonsoir, amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin et internautes. Merci d'être présent. Hamza Tablaï, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, consultant politique et géopolitique, chroniqueur sur ce plateau de grand rendez-vous, Dr Bogar Kopaki, bonsoir. Bonsoir Christian et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Un rappel, vous êtes historien, vous êtes analyste sociopolitique et Omar Salouf, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir aux amis téléspectateurs. Vous nous parlez du système partisan qui se trouverait à l'épreuve des primaires, Omar Salouf. D'entrée, quels sont les grands défis du système partisan réformé ? Oui, Christian, l'un des grands défis de la réforme du système partisan est de parvenir à constituer les grands ensembles d'envergure nationale qui se mettent au-dessus des individus et capables de résister au temps. L'autre défi, c'est de faire élire un président de la République issu de ces nouveaux partis politiques et non un intrus qui débarque et se positionne à quelques mois des élections. Voici donc venu le moment d'une épreuve qui se dresse devant les partis politiques. C'est le moment de la désignation des candidats qui passe par les primaires. Parlons justement des primaires, Omar. Pensez-vous qu'il y en aura réellement au sein des formations politiques? Des semblants de primaires, nous en aurons dans bien de partis, car les duos des candidats seraient connus d'avance par les bureaux exécutifs. Les vraies primaires se dérouleront dans les partis audacieux, prêts à laisser opérer la magie démocratique. Mais qui sont ces partis qui oseront cette option honnête, qui valorise la démocratie au sein des partis et qui donne à la nouvelle formule du système partisan tout son sens et toute son essence? Boni Yayi va-t-il imposer son candidat au parti Les Démocrates? Patrice Talon va-t-il laisser la liberté au parti représentatif de sa mouvance présidentielle de choisir en toute autonomie leur duo de candidats? Dans le contexte politique béninois, c'est souvent un risque de laisser libre cours aux actes dans les partis politiques. Si cela ne va pas à la débauche politique, cela tourne au drame. Le drame, c'est l'éclatement dû à l'indiscipline de groupe, c'est la fragilisation des forces à l'interne, c'est donner la possibilité à l'adversaire de prendre le dessus. Et les grands partis ne sont-ils pas assez matures pour, je dirais, paisiblement passer cette étape des primaires? Que cela s'appelle UP, le Renouveau, le Bloc républicain ou les démocrates ou tout autre parti politique, la désignation des candidats aux différentes élections ne se fera pas sans grincement de dents. Le paroxysme des attentions est porté sur la présidentielle, élection pour laquelle les uns appellent de toutes leurs forces à une alternance et les autres œuvrant pour la continuité. C'est dans cet imbroglio de fin de mandat et de mauvais casting que le candidat Patrice Talon a su s'imposer en 2016 pour briguer le fauteuil présidentiel. Boni Yayi saura-t-il prendre enfin sa revanche d'il y a 10 ans? Le président Patrice Talon saura-t-il contenir ses lieutenants dans la discipline gagnante? Encore quelques mois et nous serons fixés. Encore quelques mois.
Et nous serons fixés, chers messieurs, le débat est ouvert en plateau, nos discussions à partir de cet instant. Même si cela paraît, je dirais, timide, le ton semble être donné pour le choix des duos au sein des formations politiques pour l'élection présidentielle, puisque les regards sont beaucoup plus tournés vers cette élection qui pour succéder à Patrice Talon en 2026. Alors, le chroniqueur nous invite à parler des primaires dans les formations politiques. Est-ce que vous pensez que, à l'étape actuelle, on peut parler de primaires dans nos formations politiques, Bogar Koupaki? Christian Danedian, je pense que le moment est plus qu'indiqué pour que nous puissions véritablement assister à l'effervescence même de l'animation de la vie politique dans notre pays, et cela va passer nécessairement par l'animation au sein des partis politiques. Vous n'êtes pas sans savoir que la charte des partis politiques qui donne une nouvelle orientation publique, c'est-à-dire politique à notre pays, c'est-à-dire le système partisan, a connu, après les 3 élections, je vais parler des élections législatives, les élections communales en 2020 et puis les élections présidentielles en 2021 nous ont permis de faire quelques mises au point. Et le bilan à mi-parcours nous a quand même appelé à faire une analyse approfondie après le décryptage, de comprendre que tout n'était pas quand même rose. Et puis la difficulté qu'on avait eue avec le système partisan en 2021, j'insiste là-dessus avant d'en venir à votre question, parce que il y avait que le chef de la majorité présidentielle, je veux parler du président de la République, partait avec un duo, et c'était difficile pour les partis politiques de s'affirmer véritablement et d'aller faire de casting aussi qui confortait le système partisan. Mais je pense aujourd'hui que les partis politiques, à savoir l'UP, le Renouveau, le Bloc républicain, Mouel Bénin, RN, la Renaissance nationale, aujourd'hui, qui étaient les partis de la mouvance, avaient également soutenu le président de la République, qui était le fil de la mouvance présidentielle. Mais aujourd'hui, nous avons constaté qu'après les 10 ans, Patrice Talon a fini, et que les partis politiques, pour permettre à ce que notre pays puisse continuer véritablement à écrire son histoire publique, son histoire politique, est véritablement un regard aussi pondéré vers les tests, et c'est prévu que seul, le chroniqueur l'a rappelé tout à l'heure, que les candidatures indépendantes ou les INS ou les Y qui viennent après au devant de la scène pour se faire porter candidat parce qu'ils ont un peu d'argent ou ils ont réservé un peu d'argent quelque part pour dépenser, ce n'est plus le cas. L'animation de la vie politique, le système partisan contraint aujourd'hui les formations politiques à pouvoir travailler, à identifier en leur sein et à, de façon démocratique, à investir les candidats à l'élection présidentielle. Donc, ça donne aujourd'hui à penser, parce que nous sommes déjà à la veille de ces je dirais, tracasseries, les tractations et en même temps les tracasseries pour les uns, attirer l'attention aux chefs de parti pour comprendre que le jeu démocratique vient d'un parti politique, et puis le système tel conçu permettrait à ce que le jeu démocratique se constate ou soit véritablement révélé au sein des partis. C'est-à-dire quoi, on ne peut pas ne pas aller faire des primaires, par exemple, pour désigner un candidat. Donc, il faut attirer l'attention des chefs de parti, attirer l'attention également, vous n'êtes pas sans savoir, l'actualité politique vous a permis de comprendre que ceux qui font cavalier n'ont pas droit au chapitre, et les partis politiques aujourd'hui, à voir tout ce qui s'est passé avec les sanctions, surtout de la part des formations politiques, doivent pouvoir faire ce qui est bien pour ne pas jouer de 2 poids 2 mesures. Et je pense quand même avec la bonne foi, vous n'êtes pas sans savoir, quand nous prenons, ce n'est pas seulement la mouvance qui fait l'actualité politique. On a vu au sein des démocrates qu'un appel à candidature a été lancé pour le dépôt des dossiers pour la présidentielle. On revient sur cet appel de la même chose. Justement, oui, juste à côté de vous, oui, Hamza Tablaï, au regard un peu de cette actualité, de l'appel à candidature, du mode de fonctionnement des différentes formations politiques, des ambitions qui sont au sein de ces formations politiques, le chroniqueur attire notre attention sur les primaires. Mais est-ce que vous pensez que avec ce mode de fonctionnement de nos formations politiques, on ira vers les primaires, ou
peut-être le consensus, ou encore que les chefs de parti s'imposent aux autres? Je fais partie de ceux qui pensent que les primaires servent en réalité de baromètre par rapport au bon fonctionnement des partis politiques. Et il y a quelques semaines, je le disais sur ce plateau, qu'il était temps que les partis puissent organiser ce genre de choses pour permettre effectivement qu'il y ait plus de transparence au niveau supra des partis politiques et permettre également aux militants d'être suffisamment impliqués par rapport à l'organisation des partis politiques. Alors, la question que vous me posez voudrait dire autrement, est-ce que nos partis politiques sont prêts à l'épreuve de 2026 sur cette base des primaires? Clairement non. Parce que quand vous prenez un peu la configuration des partis politiques, de la mouvance du bloc républicain à l'UPR en passant par Moël Bélin et le RN, je pense que la configuration n'a pas tellement laissé la place pour qu'il y ait une possibilité de primaire. Déjà en 2019, on peut déjà le constater, il n'y a jamais eu de primaire pour que Patrice Talon soit une nouvelle fois candidat à sa propre succession. Bon, effectivement, la question ne se, 2021, pardon, mais la question ne se posait pas puisqu'il était candidat à sa propre succession, puisqu'il était le maître du jeu des partis politiques et puisqu'il ne donnait pas forcément aussi une grosse marge pour que ça soit discuté. Bon, c'est des choses qui ne se discutent pas. Ça, c'est déjà vérifié dans de grandes démocraties. Mais là, nous sommes en 2026. Nous serons en 2026 dans quelques mois. Et je trouve que ce serait important, cette fois-ci, de laisser la marge aux partis de décider. Mais je trouve que les partis ne sont pas prêts dans la mesure où les partis de la mouvance vont certainement choisir des candidats sur d'autres bases qui sont complètement différentes des bases des primaires. Parce que les primaires, c'est quoi? C'est-à-dire, ça implique que les militants soient déjà répertoriés du nord au sud du Bénin, dans toutes les circonscriptions électorales. Et ça permet aux militants de faire un premier vote à l'intérieur des partis politiques, en toute transparence, en toute démocratie. Et ça situe effectivement les responsabilités. Donc c'est comme si vous permettez aux militants, aux citoyens de vos partis politiques de pouvoir choisir d'eux-mêmes, de pouvoir valider d'eux-mêmes ceux qui vont diriger le pays ou ceux qui vont les représenter dans ces élections présidentielles qui arrivent à travers le duo. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas que les primaires qui existent en termes de système qui puissent choisir et désigner un candidat. Il existe bien d'autres. Et je pense que l'UPR, par exemple, ne va pas aller dans ce sens, puisque l'UPR va partir sur le mode de désignation de candidats basé, bien entendu, sur l'unanimité au sein du parti par rapport à ça. Donc, je pense que c'est beaucoup plus ce format qui pourrait être le format des choisi. Ou le format du consensus. Exactement, du consensus au sein des partis. Donc, et vous, votre regard, Roland? Moi, je dirais que les partis pour une question de démocratie. Les partis de mouvance sont à l'épreuve de la mise en œuvre de la réforme du système partisan. C'est eux qui ont porté ce projet-là. Et donc, il est temps maintenant qu'on essaie de voir comment est-ce qu'ils vont mettre en œuvre cette réforme qu'ils ont tant encensée, dit que c'est la meilleure des choses, le système partisan, sachant très bien que cette réforme du système partisan a eu des problèmes dans son parcours. Donc aujourd'hui, est-ce que ceux qui nous ont chanté que la réforme du système partisan, il faut avoir un candidat de consensus et que c'est les partis politiques qui doivent proposer des candidatures, est-ce qu'ils sont véritablement prêts à laisser les militants, les membres du parti, désigner un candidat? Et là, quand on regarde la réalité en face, on se pose la question si véritablement ça va se passer de cette manière. Déjà, on annonce qu'en mai 2025, ils vont proposer des candidatures au sein de la mouvance de candidature. L'ancien chef d'État a demandé à ce que les gens commencent par faire parler de leur ambition pour qu'on puisse savoir qui sera candidat du côté de l'opposition. Et on sait très bien qu'avec la configuration aujourd'hui, on a l'UP Le Renouveau, le BR et le Parti démocrate, ceux qui peuvent proposer des candidatures. Oui, justement. Mais quand vous regardez le débat véritablement au sein des formations politiques de la mouvance aujourd'hui, et quand vous regardez ce qui se dit là, ce qui se fait, dès lors que les ambitions individuelles sont étouffées, on se pose la question de savoir si véritablement il y aura des primaires. Pourquoi? Parce que, je crois que quelqu'un a parlé de Cavalier, ceux qui ont voulu faire Cavalier avec les dernières actualités dans notre pays, on comprend clairement que
plus personne n'a le courage de dire « je veux être candidat » au point d'espérer qu'il y ait primaire dans les élections. On attend peut-être un maître à penser quelque part qui va proposer et tout le monde va se soumettre. Certains vous diront que oui, les partis de la mouvance se résument à quelques personnes, quelques barons qui ont créé ces formations politiques et qui leur revient de proposer celui qui doit remplacer Patrice Talon. Et puis, posons la véritable question. Est-ce qu'il revient à un chef d'État, d'ailleurs, de proposer qui va le remplacer? Et donc, aujourd'hui, l'actualité politique, les situations auxquelles nous faisons face aujourd'hui, nous amènent à douter de cette affaire de primaire dans les élections. Véritablement, je pense qu'il n'y aura pas pour autant de primaires ou, comme le disait le chroniqueur, il y aura des semblants de primaires pour nous calmer, mais au fond, il y aura derrière des choix qui seront imposés. Oui. On vous écoute, Omar. Oui, c'est comme les avis d'appel d'offres, les avis de recrutement, où on sait déjà ceux qui sont retenus. Mais on lance quand même l'appel. C'est pas toujours vérifié. Bon, dans bien des cas. Mais on lance quand même le recrutement pour collectionner les dossiers, pour que le processus soit suivi, pour qu'on dise après que tout a été fait dans les règles de l'art. Parce que les bailleurs sont là. Oui, je crois que dans bien de partis politiques, nous aurons le processus déroulé ainsi. Parce qu'il y a un risque. Le risque, c'est que quand on donne la possibilité dans les partis d'aller dans cette démarche démocratique, ça vole parfois en éclats. Ça donne parfois des situations incontrôlables. Je ne dis pas qu'il faudrait imposer une certaine dictature, mais dans bien de partis, quand on veut que les choses se passent, quand on veut que ça reste soudé jusqu'à la fin, on est obligé d'imposer une certaine dictature pour mettre tout le monde d'accord. Je le dis ainsi juste pour exprimer pour revenir sur un certain passé. Le passé par rapport à 2016, où Boni Yayi, on l'a vu, il a imposé un candidat, tout le monde n'était pas d'accord, on a espéré que ce soit tel ou tel autre, mais au finish, on a constaté que l'accord n'était pas total, l'accord n'était pas profond dans le camp présidentiel qu'incarnait la FCBE en ce moment. Et donc, quand on se réfère à cela et qu'aujourd'hui on est dans le... On se retrouve pratiquement dans la même situation. Dans la même situation, je vois un Patrice Talon un peu partagé, un peu tourmenté, je vais dire. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour mettre tout le monde d'accord? Est-ce qu'il faudra prendre l'option que Boni Yayi avait prise en 2016 en imposant son candidat, ou il faut laisser libre cours à des primaires qui vont s'opérer et de façon juste, on aura un candidat. Mais quand dans les partis politiques, les primaires vont se faire et qu'on va nous sortir un candidat qui ne ferait pas peut-être l'unanimité du peuple, ça ferait peut-être l'unanimité au sein du parti, mais le peuple ne va pas porter cette candidature. Ça veut dire que après nous, c'est nous, de 2026, n'aura pas lieu. Et c'est ça que craint justement Patrice Talon. Il veut tout faire pour que la continuité ait lieu. Et dans le même temps, il y a ce qu'on appelle les démocrates qui œuvrent pour une alternance. Et de leur côté aussi, quelle candidature ils auront à choisir pour que cela rencontre l'adhésion du peuple pour renverser la vapeur. Je voudrais rappeler à nos amis, pas seulement à mon cher ami Omar, également à Laurent et surtout à Hamzat, de savoir que la politique n'est pas un jeu d'anniversaire, c'est pas un dîner de gala. La politique, c'est un jeu de rapport de force, qu'on le veuille ou non. Et puis, les formations politiques, à l'aune de 2026, affûtent les âmes. Et il est facile de jeter de l'opprobre sur les partis politiques pour penser qu'ils ne feront pas les choses. Parce que quand vous dites qu'il y aura semblant, je suis désolé, il n'y aura pas semblant. Il y aura de primaires. Et vous n'êtes pas sans savoir que le jeu démocratique ou la désignation des candidats, d'accord, que le parti va investir pour les présidentielles 2026 ne sera pas au choix
de ces formations politiques. C'est sûr que vous n'êtes pas militant d'un parti, certainement pour l'un pour l'autre, mais je pense que vous devez savoir que les conditions d'éligibilité, les conditions de vote, les conditions de désignation ont été claires et vous n'avez pas vu quelqu'un en train de dire que les choses ne sont pas passées ainsi dans son parti politique ou celui qui aspire pour briguer à la magistrature suprême. Deuxième chose, lorsque vous pensez que... Nous avons l'expérience seulement pour les dernières élections. Lorsque vous pensez que... Je demande à mon ami Laurent, je demande à Ouma d'avoir le courage de m'écouter également lorsque j'interpelle, parce que nous parlons de l'élection présidentielle, puisque c'est de ça qu'il est question, les élections législatives, où les positionnements, ce n'est pas la même chose que le positionnement au sein d'une formation politique. Et le duo, comme on l'a dit, pour les élections législatives, vous n'allez pas voir un parti politique lancer le dépôt de candidature de façon comme ça. Dans chaque région, dans chaque circonscription, les coordinations prennent les dossiers. Mais nous parlons de l'élection présidentielle parce que c'est le jeu le plus important. Et nous avons dit, quand on a vu les partis politiques, Laurent l'a rappelé, avec l'actualité politique. Vous avez vu, on ne peut pas faire tout ça pour ça. On ne peut pas décider de respecter le système partisan, aller véritablement pour le jeu démocratique. Quand vous dites que ça sera juste quelques-uns, quand vous prenez une partie, vous ne connaissez pas l'architecture, peut-être un bureau politique, un bureau dirigeant, un bureau politique, et puis les coordinations. Et vous n'êtes pas sans savoir également que les militants qui se reconnaissent d'une formation politique ont leurs représentants peut-être au sein du bureau politique. Et à l'époque, j'ai cru entendre, et puis beaucoup de journalistes ont critiqué le nombre gonfler par exemple des membres du bureau politique au sein de ces formations-là. Est-ce que ce n'est pas déjà un processus qui amène à avoir des représentants, parce qu'on a vu une quantité, une marée humaine au niveau de ce programme. Est-ce que vous avez vu? Je voulais rectifier quelque chose à Ouma. On est tous d'accord et unanimes que les partis politiques, et dans ma prise de parole, j'ai été clair que l'exercice ne sera pas facile, mais que les partis politiques doivent faire l'effort de respecter. Parce qu'en 2021, il y avait la difficulté du candidat qui s'imposait. Donc maintenant, il est important qu'on aille véritablement à ce qui doit être fait. Ouma a fait cas tout à l'heure. Ce que je voulais rectifier, c'est quoi? Quand on dit que les appels d'offres, on sait déjà, c'est un peu grave, parce que pour moi, je connais plein d'entrepreneurs qui postulent sans connaître personne. Lorsque le dossier est bon et vous avez candidaté... Je ne dis pas que ça se passe comme oui, ça. Oui, vous avez dit, c'est comme si, quand vous caricaturez, quand vous caricaturez... Non, moi je ne suis pas d'accord. Moi je ne suis pas d'accord parce que vous n'êtes pas sans savoir également que la loi étant la loi, et ceux qui arrivent à tomber sous le coup sont sanctionnés. À Roland et à Omar de réagir. Non, je crois que ce que dit Bogas, il est dans l'idéal politique. La réalité politique, c'est pas ce qu'il dit là. Il sait très bien que la réalité sur le terrain, ce n'est pas ce qu'il dit. Combien de coordinations sont écoutées, combien de militants à divers niveaux sont écoutés. La politique, vous avez vu une coordination se plaindre de ne pas être écouté. Ils vont se plaindre de quoi? Sachant très bien comment ça se passe. Non, vous ne savez pas du tout comment ça se passe. Boga Koupaki, je voudrais juste vous rappeler que nous sommes tous au Bénin. Et nous connaissons la réalité politique au Bénin. Et nous savons comment ça fonctionne. C'est vrai qu'on aspire à changer les choses. Mais nous n'en sommes pas encore là aujourd'hui. Reconnaissons que, qu'on le veuille ou non, les choix seront imposés par certains à un moment donné. Ouais. Et Boga est dans le politiquement correct. Voilà. Ce qui n'est pas bien, ce que vous décrivez. Actuellement, on aspire ce que vous n'avez pas. Vous avez constaté le calme dans les partis politiques. Le chef de l'État, lors de sa sortie de décembre 2023, a dit qu'il va lancer les hostilités. Je n'utilise pas exactement ces mots, mais il va lancer les hostilités à 6 mois des élections. Vous allez comprendre aussi que les partis sont en train de préparer pour mai 2025. Pour certains. Oui. Donc, pratiquement à 6 mois. Donc, les propos du chef de l'État, la volonté du chef de l'État est en train d'être respectée. C'est pour dire quoi? Que la volonté du chef de l'État, ce sera tel candidat. Vous avez fait caricature pour le prochain président. Le président de la République est déjà la caricature du prochain président.
Donc, bon, en tout cas, celui qui va se porter candidat pour lui succéder. Et donc, pour ça, tout le monde est d'accord ou tout le monde sera d'accord sur la démarche à observer. La démarche à observer pour la désignation du candidat dans les partis représentatifs de sa mouvance, tout le monde sera rallié à ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, quand je parle de semblant de primaire, ce n'est pas forcément pour dire que ce sera imposé de facto à tout le monde. Mais il y aura un certain consensus, il y aura une certaine entente, mais dans tous les cas, est-ce que c'est organisé? Mais dans tous les cas, je crois qu'à la fin, vous êtes en train de venir à... Non, le développement a un prix, le sacrifice. Patrice Talon n'est pas un parti politique. Et je crois bien que Patrice Talon ne portera pas, ne va pas investir un candidat à la présidentielle. Seuls les partis politiques ont habilité. Démontrez-moi dans les tests ce que je suis en train de dire. D'accord, oui. C'est ce que les tests disent. À côté des tests. Non, ça sera respecté. On ne vous dira pas le contraire. Ah, vous l'influencez. Allez, il ne sera pas influencé. Je pense que Dr Goga Koupaka est dans un déni et cela va de soi. Organiser des primaires dans des partis politiques, je ne sais pas si vous avez compris que c'est l'idéal. Vous ne pouvez pas l'apprécier de déni. Je ne sais pas si vous avez réussi à miroiter dans vos propos comment ça se passe ailleurs quand il s'agit de primaires. C'est toute une organisation, ça prend du temps et au-delà de la présence d'une seule figure, eh bien c'est la présence du parti en réalité qui est au-dessus de toute chose. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est l'implication des militants. Je comprends votre posture à travers votre développement. Je ne suis pas tout à fait contre ce que vous avez dit. Il y a du bon sens dedans. Mais ça aussi, il faut rappeler que les militants le rôle des militants au sein du processus des primaires est primordial en réalité. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les partis politiques ont la capacité et la capacité de pouvoir mettre en place un système qui puisse permettre aux militants, en toute indépendance, en toute transparence, de désigner à eux seuls les candidats? Je ne le pense pas aujourd'hui. C'est pour ça que je dis... Et je vais en venir au chef de l'État, parce qu'il s'agit du chef de l'État, et il faut aujourd'hui en parler avec beaucoup de tact. En réalité, Patrice Talon, il ne va certainement pas laisser la main libre aux partis politiques pour désigner leurs candidats. Cela aussi va de soi, parce qu'il s'agit de défendre un bilan. Il y a un ancien président français qui disait « Votre bilan est votre boulet ». Et pour défendre ce bilan, il faut effectivement mettre en place une sorte de continuité, même si ça écorche le jeu démocratique, même si ça écorche le débat démocratique, il est dans son rôle. C'est aux autres partis, effectivement, d'être dans leur rôle également pour faire mieux, pour être dans le vrai débat démocratique et pour créer la véritable alternance. Parce qu'on ne va pas aux élections avec une calebasse, du tout pas. Il faut aller aux élections avec un projet politique, avec un programme de société. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit en face? Rien du tout. Et malheureusement, pour ces partis même de la mouvance présidentielle, je ne vois pas de programme politique à 6 mois ou à 8 mois. Je vais terminer mon propos à 8 mois d'un dépôt de duo pour les élections. Il est important que les partis puissent jouer leur rôle au sein du débat politique. Qu'est-ce qu'on a vu ces 5 dernières années quand il s'agit de débat politique, du débat d'idées, de propositions, de projets de société ou même de contre-propositions par rapport à ce qui a été fait sous Patrice Talon? Je ne vois pas quand il y a des choses qui sont visibles, il y a des actions qu'on peut constater effectivement. Mais vous ne sentez pas les partis politiques. Je vais terminer par rapport au risque, parce qu'il est important de parler des risques. Oui, allez-y. Si on part sur ce principe qu'il faut qu'il y ait une seule personne qui puisse désigner qui va aux élections ou de qui n'ira pas, le risque est qu'il y ait une implosion à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau des partis politiques, justement. Moi, je pense que si on impose des candidats aux partis politiques,
c'est déjà arrivé sous d'autres cieux. Je peux citer l'exemple de la France. Vous avez aujourd'hui un parti comme le Parti socialiste qui est en perte de repère complète. Ce n'est pas les mêmes conditions, mais c'est arrivé. C'est-à-dire si on impose une figure au parti, il y a de forts risques et de fortes chances que ce parti implose de l'intérieur, et de l'intérieur, effectivement, ça peut conduire à des fissures. Ça, c'est encore un autre cas dont on peut reparler. Et au deuxième niveau, c'est l'implosion du système partisan lui-même. Parce que je ne pense pas qu'on puisse faire tout ça de 2019 à aujourd'hui pour en arriver à ça, pour en arriver à 8 mois à discuter de est-ce qu'on va faire des primaires ou non. C'est déjà un problème si on en discute aujourd'hui sur ce plateau. Donc je retrouve en résumé que ce débat est beaucoup plus complexe qu'il en a l'air aujourd'hui, et il est important que les décideurs, et surtout au niveau des partis politiques, puissent prendre le train en marche, parce que le temps ne va pas leur permettre de réfléchir. Je suis plus interpellé, c'est vrai. Lorsqu'on ne connaît pas l'histoire, il est difficile de savoir ce qui précède de ce qui suit. Oui, mon ami est resté un peu plus en arrière. Nous sommes en train de faire une étude prospective. Nous sommes en train de regarder 2026. Il est exactement. C'est pourquoi j'ai dit, sans savoir ce qui est passé, il est difficile de savoir ce qui précède de ce qui suit. Mais lorsque j'écoute les analyses, puisque je suis parti du système partisan pour montrer les 3 élections qui ont permis d'apprécier le système partisan et de dire les difficultés qu'on avait, et que maintenant que c'est normal que les choses aille au mieux, se passe bien. Je ne dénie pas, je ne refuse pas ce qui doit être fait. Quand vous le dites ainsi, c'est tout comme si nous sommes dans une... on n'est pas au cinéma, nous sommes en train de dire ce qu'il faut comprendre également. Je ne campe pas sur une position, je suis peut-être optimiste, le contraire peut-être à vous, mais je pense également que ce sont des êtres humains quand vous donnez, exactement, vous êtes pessimiste quand vous donnez des exemples, alors que le chroniqueur a été clair, les partis politiques à l'épreuve de 2026, et l'objectivité dans le débat, le haut niveau dont vous cherchez dans le débat, c'est d'être objectif, mais de ne pas être pessimiste, de ne pas regarder les gens comme ils sont personne, que seul Patrice Talon, je l'ai rappelé tout à l'heure, les partis politiques sont aujourd'hui forts. Et c'est ce que vous ne voulez pas. Et vous, je ne comprends pas, les partis politiques dépassent les individus. Le système partisan est arrivé à ce niveau-là. Comment est-ce que vous pensez un projet de société d'un parti doit venir avant l'investiture des candidatures? Ce n'est pas possible. Dites-moi, je n'ai pas fini. Qui sont au-dessus des partis politiques. Je n'ai pas fini. Qui sont au-dessus des individus. Dites-moi, puisque vous trouvez anormal que ça soit à 6 mois ou à quelques délais de dépôt de dossiers. Voilà. Quelles sont les dispositions qui ont prévu que c'est à 2 ans que les partis politiques doivent faire ça? Ne parlons pas pour parler. C'est le processus qui est en cours. Pour une fois, vous allez souffrir pour respecter le système partisan. Ne dites pas que ça se passe ici aux États-Unis, ça se passe ici. Nous savons que nous allons atteindre la maturité démocratique. Mais nous tous, nous devons nous mettre dans la danse. Je vais vous dire ce que le président Patrice Talon pourrait faire pour se tirer d'affaire. C'est de réunir toute sa mouvance. C'est de réunir toute sa mouvance pour un consensus, véritable consensus pour du duo de candidats. Il ne va pas commettre, c'est contraire aux dispositions. Il ne va pas commettre l'erreur de laisser libre cours à cette option de primaire. Si on va à cette option de primaire, l'implosion dont on parle, ça risque d'arriver. Ça risque de survenir parce que les primaires, ça donne la possibilité de désigner n'importe qui. Est-ce que dans la continuité des idées, de la rigueur imprimée par le président Patrice Talon depuis 2016, est-ce qu'il faudra choisir quelqu'un qui va remettre tout en cause, qui va tout plomber? Il faut choisir quelqu'un qui non seulement fait le consensus au niveau des bureaux exécutifs de ces partis, mais qui est capable de poursuivre l'œuvre.
Et donc, le président Patrice Talon a tout intérêt à choisir quelqu'un qui va rester dans cette logique-là. Je passer par les primaires, c'est pas l'idéal. Ce serait un gros risque. Ce serait un gros risque. Je ne voudrais pas que je pense que cette affaire de primaire dans l'un ou l'autre des cas, pour moi je l'assume, ça va être du semblant. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dès que vous allez au primaire, que vous êtes élu, vous êtes choisi par les militants et que vous n'êtes pas dans le jeu de ceux qui veulent un bon successeur, il se peut que vous soyez là, qu'on vous donne le parrainage, mais que le reste du parrainage, il y a un autre candidat, un autre lieu de candidature. Et donc, en réalité, qu'on le veuille ou non, il y aura un choix qui sera imposé par certains. Il y a quand même la discipline, la discipline de groupe. Il y a la discipline de groupe. Est parti même d'un principe qu'on devrait tous épouser ici, c'est que il faudrait pas prendre, il n'y a pas de risque à prendre par rapport à ça. Et je pense que ça va être ce sera ce qui va être fait dans la mesure où la primaire serait un gros risque. Moi, je le dis, la primaire, normalement, c'est le baromètre pour véritablement jauger le niveau de maturité de ce système dont Boga fait tant l'apologie, qui n'existe pas depuis 2024, au contraire, qui existe maintenant depuis plusieurs années. Donc, ça devrait être le baromètre. Mais ne dites pas ce qu'on doit faire qui n'est pas dans les tests. Quand vous dites de ne pas faire les primaires, c'est contre la démocratie. Vous qui parlez du bon sens, regardez ce que vous dites. Heureusement que vous n'avez pas la police des débats. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne rase pas la tête à quelqu'un en son absence. Vous ne pouvez pas dire que vous savez ce qui est dans la tête du chef de l'État sur ce plateau. Aucunement. Et vous ne pouvez pas non plus dire que je ne vous informe pas qu'il n'est pas un parti politique. Que vous savez ce dont les partis politiques de la mouvance discutent aujourd'hui. Je le dis pourquoi. Tout à l'heure, j'avais cité l'UPR à dessein. L'UPR ne fera pas de primaire. Ça, est-ce que vous le savez? Donc, c'est un peu des choses dont c'est certainement que vous avez discuté avec le président Diogonou. Ils ont des dispositions au sein de leur test qui ne va pas laisser la marge à une primaire. Donc, on va être face à la même chose dont on parle depuis le début. Est-ce que ça va être un choix imposé ou ça va être un choix des partis eux-mêmes? Et dans tous les cas de figure, je pense qu'aujourd'hui que la mouvance ne fera pas l'erreur de Boni Yahi, comme le chroniqueur le dit en 2016, et certainement on va partir du principe d'un choix qui sera téléguidé et j'espère que quand on parle de primaire en réalité, il faut d'abord se demander, il faut d'abord se poser la question de savoir si nos acteurs politiques ont acquis cette maturité politique ou démocratique pour accepter le choix fait par les militants et accompagner cette candidature. Et à l'étape, en cette année 2025, nos acteurs politiques n'ont pas encore acquis cette maturité politique pour laisser passer leur ego, leurs intérêts et accepter, mettre la main à la poche pour soutenir n'importe quel candidat voulu par les militants. Donc vous n'avez pas encore de parti politique au Bénin, le problème aujourd'hui, c'est la question des intérêts qui va primer. C'est-à-dire qui sera là pour que nous soyons à l'abri des représailles? Qui sera là pour que nous puissions continuer à être nourris à la table du roi? Qui sera là pour que nous puissions continuer à être promus? C'est tout le sens du débat. Parce que dans d'autres pays, dans d'autres pays, quand on parle de primaire, c'est que quelle qu'en soit la candidature, tout le monde accompagne. Ici, vous n'aurez pas ça. Je pense que visiblement, ça devient un débat contradictoire, 3 sur 1, mais vous me permettez de j'ai l'impression que nous nous sommes tellement habitués au mauvais sens que le bon sens n'existe plus. Et c'est normal. J'étais dans les couloirs tout à l'heure avec mon ami Laurent qui dit, lorsque tu veux faire les choses comme ça, ça ne marche toujours pas. Mais au fond, pour une fois, j'ai dit, on ne peut pas faire tout ça pour ça. Je reprends, en même temps pour dire, toutes les personnes dans ce pays qui veulent faire les choses normalement ne sont pas promues, ne sont pas encouragées. C'est ceux qui sont dans le double jeu qui sont promus. C'est ce que je dis. Exactement. Je rectifie. Quand je dis, Laurent vient apporter quelque chose, par exemple, qui me permet d'aller plus loin dans ce que je suis en train de dire. Donc, du coup, on va conclure. En disant que je suis suffisamment objectif, je suis suffisamment positif et je suis suffisamment optimiste. Je maintiens ma position et ça va se faire au sein des formations politiques. Les tests ont prévu quoi? Qu'est-ce qui doit se faire? Attendons, ayons confiance, comme je l'ai dit tout à l'heure, au chef de parti. Et je rappelle que Patrice Talon peut
d'accord, je peux toujours accepter qu'il peut influencer quoi que ce soit, mais ne décidera pas à la place des partis politiques. Il faut avoir le courage de le dire. Oui. Moi, je trouve qu'il faut faire des propositions, parce qu'on ne peut pas sortir de ce débat sans faire des propositions. Oui, on ira très vite. Ça sera à l'endroit des partis politiques. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de saisir l'opportunité du temps qui s'offre aux partis politiques en faisant de réelles propositions, en mettant en place des programmes structurants, des programmes qui impactent la vie des peuples et des En attendant les programmes, tout tourne d'abord autour de la personnalité ou des personnalités qui vont véritablement représenter les partis. C'est après ça qu'on va connaître, c'est après ça, il faut savoir. On ne peut pas sortir un projet de société avant de connaître les partis politiques aujourd'hui. On ne peut pas parler du grand groupe, du grand ensemble, en supprimant les individualités. Or, qu'est-ce qu'on a constaté ces dernières années? Dès qu'il y a quelqu'un qui prend la parole, eh bien, le parti le sanctionne. On se retrouve un peu à l'époque du parti unique, où dès qu'il y a un individu qui élève la voix, non, c'est pas vrai. Donnez un cas. Ici, c'est la discipline de groupe. La discipline de groupe. J'ai l'impression qu'on n'a pas la culture militante. Le parti de la mouvance à l'épreuve de la mise en œuvre de la réforme du sympathisant. Je finirai en disant ceci. On a toujours, à tort ou à raison, dit que les formations politiques de la mouvance sont téléguidées par quelqu'un. Nous sommes à l'heure du bilan. Attendez, c'est pas à vous d'apprécier. Sauf que si vous me dites que nous sommes à l'heure du bilan, il leur revient de nous démontrer clairement qu'ils ne sont pas téléguidés par quelqu'un. D'accord. Exactement. Oui, pour l'esthétique démocratique, pour la beauté démocratique, l'idéal aurait été que les primaires se passent dans tous les partis pour qu'on désigne les candidats. Mais nous sommes encore en apprentissage. La réforme du système partisan est actée. C'est pas encore solidifié. C'est pas encore solidifié. Donc, K1, on est en train de... Oui, même 20 ans s'il le faut. Même 20 ans s'il le faut. Mais pour le moment, il faudrait simplement que les choses, les règles de l'art, ça peut être que le consensus se passe sans qu'il y ait des primaires. D'accord. Tout simplement. Merci. Moi, je pense que de toute façon, la réponse à toutes ces questions sera vidée par que le chef de l'État, peu importe ce qui se dira ici. Non, mais c'est la partie de la mouvance. Exactement, il peut avoir son mot à dire parce qu'il est de la mouvance, mais ce n'est pas lui qui décide. Nous sommes à l'heure du bilan, ils nous démontreront exactement. Si soyons positifs. Non, on verra si vraiment c'est Merci. Les activités seront lancées. D'accord. Soyons positifs. Merci beaucoup. Je sais qu'on va se retrouver ici pour faire le débat. Le débat continue. Le débat est loin d'être clos sur le sujet. Merci à vous, Omar Salouf. Merci à vous, Dr Bogara Koupaki. Merci bien, Hamza Tablaï et Laurent Roland Tonéikès. Merci bien. Nous allons poursuivre puisque nous allons accorder la parole à notre expert dans l'œil de l'expert et il répondra à un certain nombre de questions. Comment devient-on candidat à une élection présidentielle dans notre contexte politique? Et avec la réforme du système partisan, est-ce que cette réforme sera l'épreuve des primaires ou comment se fera le choix, la désignation du candidat ou du duo de candidats dans les différentes formations politiques? Eh bien, il va nous répondre, notre sociologue politiste, Dr Patrick Henou. Être candidat à une élection présidentielle répond à des normes. On est tous d'accord que c'est le parti politique qui anime, du point de vue de la Constitution, qui anime, n'est-ce pas, la vie politique et va à la conquête de l'électorat et pour conquérir finalement le pouvoir d'État et l'exercer. Mais le parti politique, c'est la pépinière de préparation des élus. Donc, le militantisme politique va rester comme l'élément primordial à partir duquel le parti prépare à la gestion des affaires publiques. Du coup, face à une élection présidentielle, les partis concurrents doivent en leur sein procéder à la désignation de ceux qu'ils pensent être les mieux outillés pour exercer ce pouvoir d'État. Dans notre contexte, on n'est pas habitué aux primaires. Or, en principe, ce n'est pas ce biais-là
que les responsables de partis politiques et bien d'autres militants qui peuvent être les mieux placés pour gérer les affaires publiques sont mis sur une liste et il revient aux militants, n'est-ce pas, de les départager pour pouvoir les positionner à la candidature. C'est en quelque sorte des primaires fermées. Fermées pourquoi? Parce que réservées, n'est-ce pas, aux seuls militants d'un parti politique qui ont la charge de procéder par un biais donc de tri et d'élimination à la désignation, n'est-ce pas, d'un candidat qui peut le mieux représenter le parti, n'est-ce pas, sur la liste de candidature à une élection présidentielle. Sous d'autres cieux, on est passé donc des primaires fermées aux primaires ouvertes. Pourquoi? Parce que de plus en plus on assiste à une certaine désaffection de la chose politique. Autrement dit, la base du militantisme ou des militants s'amenuise. Et donc, pour procéder à cette option pragmatique de désignation des candidats, certains partis politiques ont imaginé le processus donc, de primaire ouverte par exemple à des sympathisants qui s'inscrivent par le biais donc d'une élection à l'interne pour désigner le candidat, n'est-ce pas, à l'élection, et je veux dire présidentielle. Et les primaires ouvertes conduisent à l'efficacité électorale, c'est-à-dire que le candidat qui est désigné sur la base donc d'une assiette électorale assez ouverte et élargie, et cela lui permet d'avoir les coudées franches, non seulement des militants, mais également des sympathisants, pour espérer concourir vraiment en position vraiment établie. Dans une logique démocratique, dans un contexte démocratique, si tant est que les partis devraient commencer à faire l'exercice de la démocratie au plan interne, il va de soi que ces partis-là, aujourd'hui, qui ne sont plus nombreux et qui animent la vie politique, il va de soi qu'au sein de ces partis politiques, on trouve ce mécanisme d'organisation des primaires, ne serait-ce que des primaires fermées, c'est-à-dire impliquant les seuls militants, pour que les militants aient le dernier mot en termes de désignation donc des candidats pouvant concourir à l'élection donc présidentielle de 2026. À défaut d'en arriver à ouvrir le champ aux sympathisants, on peut à l'interne vraiment organiser le processus de désignation des candidats parce que justement cela participe de la démocratie au sein donc des partis politiques. Les responsables d'un parti politique ne peuvent pas tout de go désigner unilatéralement un candidat à l'élection. Il faut consulter en principe la base et faire en sorte que l'on optimise les chances de succès du candidat en faisant adhérer, n'est-ce pas, l'ensemble des militants au processus pour que l'on dégage finalement un candidat qui soit fort, qui soit potentiellement aguerri et qui remplit les conditions pouvant lui permettre vraiment de challenger et de challenger pour la bonne cause, donc contre les autres candidats, donc d'autres partis politiques. Suivant la réforme donc du système partisan et donc du code électoral, etc., c'est que désormais, le candidat, même s'il remplit les conditions que je viens d'énumérer, il va falloir qu'il remplisse d'autres conditions, notamment le parrainage. Le parrainage reste une autre condition décisive et importante qui participe, n'est-ce pas, du filtrage supplémentaire pouvant permettre à un candidat qui est en pole position, qui est désigné au sein d'un parti politique, d'espérer concourir dans le contexte béninois
il faut avoir 8 parrainages. Et dans tous les cas de figure, tout le monde sait qu'on ne peut pas parrainer 2 candidats à la fois et que celui qui parraine ne peut que parrainer le candidat relevant de son parti politique. Et donc, si on doit tenir compte de tout cela, il va de soi que le parrainage reste, je vais dire, le filtrage décisif. Donc le parrainage va rester le point culminant à partir duquel un candidat déjà désigné va espérer concourir. Après le parrainage maintenant, il faut penser à beaucoup d'autres points. Le quitus fiscal. Désormais, la réforme du système partisan a mis le quitus fiscal comme étant quand même un point important. Mais au-delà de cela, il y a la caution à payer. La caution reste également une condition. Même si vous remplissez toutes les conditions et que vous ne payez pas la caution, vous ne pouvez pas espérer concourir. Par le passé, nous avons eu des partis personnalisés. Nous avons eu des partis construits autour d'un leader politique qui est en fait l'entrepreneur politique dans la peau de Big Man. C'est donc un personnage et qui accumule, n'est-ce pas, des ressources et qui les redistribue dans le but, le seul but de se faire élire, de se faire positionner comme étant le chef, comme étant le leader, etc., etc. Donc, par le passé, l'entrepreneuriat politique a fait que l'on a assisté à la personnalisation donc, des partis politiques. Et vous convenez avec moi que dans ces conditions, c'est celui qui a plus de moyens et qui dirige et qui a créé son parti et qui dirige ce parti, c'est celui-là qui soit se porte garant donc pour aller à l'élection présidentielle, donc se fait désigner, soit il peut à la rigueur se mettre un peu en retrait et choisir un autre qui va représenter le parti politique. Ça, c'est des pratiques qu'on a connues et qui normalement tombent en désuétude à partir donc de la réforme du système partisan. Ça veut dire concrètement que si on veut être sérieux et faire les choses dans les règles là, les partis étant suffisamment autonomes devraient pouvoir trouver les mécanismes à l'interne par lesquels ils peuvent désigner, n'est-ce pas, leurs candidats. Et ce n'est que des voies que j'ouvre en parlant donc de primaires, parce que organiser des primaires, c'est impliquer des militants au processus de choix ou au processus de désignation d'un candidat. Et voilà, sur le grand rendez-vous, nous sommes en toute franchise avec notre invité qui nous vient de l'Union progressiste Le Renouveau. Bonsoir à vous, Christian Parfer-Oyo. Bonsoir, monsieur Danélien Christian. Bienvenue en plateau. Vous êtes le porte-parole de l'Union progressiste Le Renouveau. Comment appréhendez-vous vos nouvelles fonctions? Alors, monsieur Danélien, être porte-parole du plus grand parti politique du Bénin est une grande et lourde responsabilité. Donc j'apprécie cette responsabilité à sa juste valeur. Et cette responsabilité est forcément doublée d'une confiance au plus haut niveau des responsables du parti, en commençant par le président de notre parti et toutes les sommités de notre parti. Oui, il s'agit d'une question de confiance. Évidemment, c'est une confiance portée sur un militant parmi tant d'autres. Et lorsque le parti s'appelle Union progressiste Le Renouveau, qui est un grand parti de responsabilité, un parti de compétence, et que le choix de confiance et de responsabilité est porté sur votre personne, vous mesurez cette responsabilité à sa juste valeur et vous vous dites que vous n'allez pas faillir à cette mission parce que notre parti regorge de milliers de compétences
qui pourrait être à ce poste-là. À ce poste-là. Donc, c'est d'abord un sentiment de remerciement aux militants et surtout un sentiment de grande responsabilité. Donc, c'est comme ça que je vois ce poste et je profite pour réitérer ce que j'ai déjà dit aux responsables au plus haut niveau, mon engagement de confiance pour que cette tâche puisse nous permettre de révéler davantage la vision de notre parti, l'Union progressiste. Alors, vous parlez d'engagement de confiance. Alors, dans quelle dynamique vous vous inscrivez, et surtout en ces moments de grandes activités politiques? D'abord, je n'ai pas de dynamique personnelle. La dynamique est la seule qui faille, c'est celle de l'Union progressiste de Renouveau. Donc, c'est la dynamique du parti que moi, je m'efforce de traduire en étant son porte-parole. L'Union progressiste de Renouveau, quelle est sa dynamique? C'est le parti qui s'organise. C'est le parti qui ne veut pas rester dans ses bureaux. C'est d'abord le plus grand parti, mais qui ne veut pas arrêter haut, qui descend vers les populations, écoute les populations, organise les populations. J'ai envie de dire que le parti lui-même se veut porte-parole de la population. Et moi, je suis le porte-parole du parti. Et donc, je m'efforce et je m'efforcerai dans cette dynamique de l'UP Le Renouveau de bien écouter les préoccupations les plus légitimes et les plus profondes de nos populations, les traduire et comme nous sommes un parti de gouvernement, les remonter à travers le canal du parti au sein du gouvernement pour que cette dynamique-là puisse prendre. Et donc, je n'ai pas de dynamique, je le répète, mais la dynamique du l'UP Le Renouveau, c'est d'être le parti le plus proche de la population, de remonter les informations pour que vive la démocratie à la base. Depuis quelques jours, vous avez été nommé. Quel est le premier acte que vous avez posé? Bon, mon premier acte a été de répondre à vos collègues des médias, puisque l'actualité était suffisamment chargée, mais pas forcément comme vous pouvez le croire. C'est parce que nous sommes dans le mois de la conférence nationale des forces vives de la nation, 35 ans déjà. Et donc, mon parti politique UP Le Renouveau ne veut pas rester du reste pour cette activité. Elle s'organise du 14 au 2 mars pour célébrer scientifiquement, culturellement et cultuellement ce grand rendez-vous qui a révélé davantage la démocratie béninoise il y a 35 ans. Donc, de la préparation jusqu'au début des manifestations, et nous n'avions pas eu du tout du repos. Et dans les jours qui vont venir, le 14, nous allons commencer notre activité par une formation des formateurs du parti. Ce serait couplé encore avec les vœux des forces vives, les vœux des forces vives du parti au patriarche du parti. Je ne veux pas vous laisser continuer parce que c'était la HDP, il y a une semaine, qui a présenté ses vœux au patriarche. C'est les forces vives cette fois-ci qui iront présenter les vœux au patriarche. En tout cas, et à la faveur d'une conférence qui n'est rien d'autre qu'une formation des formateurs pour se déployer sur le terrain. Voilà, je le disais, votre parti politique, l'UPR, est en pleine activité en ce moment, mais vous êtes un ancien cadre du Parti du Renouveau démocratique qui désormais est membre à part entière de l'Union progressiste Le Renouveau. L'ambiance à l'UPR en ce moment rime-t-elle avec
beaucoup de sérénité. Alors, c'est la sérénité totale. Monsieur Adanedjian, croyez-moi. Le parti même respire la sérénité. Parce que nous avons mis le cap sur l'organisation. Nous sommes sereins parce que nous sommes une force. Nous sommes sereins non pas parce que nous avons les meilleurs résultats futiles relatifs sur le plan national, parce que nous avons mis sur pied une organisation qui s'appuie sur le militant à la base. Et lorsque on a autant de structures, plus de 6000 cellules, plus de 600 sous-sessions, plus de 118 sessions, on met le cap beaucoup plus sur l'organisation et donc serein. On ne change pas de direction, on ne se laisse pas distraire par des phénomènes futiles importants, mais des phénomènes passagers, parce qu'on sait que c'est au bout du travail que nous aurons le résultat. Alors, vous avez parlé de phénomènes, importants, de phénomènes futiles, passagers. Il y a quand même votre parti qui était à la une de l'actualité ces dernières semaines et qui continue d'ailleurs même de faire partie des sujets qui sont beaucoup plus abordés dans l'opinion, dans les médias. La sortie de votre ancien patron, je veux parler de Maître Adrien Ngouidji. Comment l'avez-vous accueilli au sein de l'Union progressiste Le Renouveau, alors que vous venez de prendre un service en tant que porte-parole? Je vous dis que mon sentiment ne compte pas. Tout d'abord, vous voulez parler de la déclaration du patriarche, oui, qui a été une déclaration faite hors de toutes les instances du parti. Vous comprenez que ce n'est pas une déclaration d'une instance du parti. Et donc cette déclaration n'engage pas l'Union progressiste de Renouveau, même si elle est faite, tenue par un responsable tutélaire du parti. Le président du parti, Joseph Fifa Mendiobeno, lorsque la haute direction était partie présenter les vœux au patriarche, a fait savoir l'étonnement et le questionnement des militants. J'ai eu l'occasion de rappeler cela sur les médias. Ceci étant, nous continuons le calendrier qui est le nôtre. Nous n'en faisons pas plus de commentaires qu'il en faut. Nous gardons la sérénité. Et comme je le disais, nous avons un calendrier bien chargé du 14 au 2 mars pour le mois de février. Et nous continuons, comme on le dit chez nous, tchoko tchoko, nous maintenons le cap. Et vous maintenez le cap, et donc ces propos ne viennent pas vous troubler. Est-ce qu'il est prévu ou pas de sanctions à l'encontre du patriarche, de Maître Adrien Ngouidji, puisque très souvent dans les formations politiques, quand il y a de ces propos, la haute hiérarchie du parti prend souvent des décisions qui sont très souvent des sanctions. Ici, est-ce que c'est prévu ou bien vous n'en tenez pas compte? Pour vous parler au porte-parole du parti, vous avez certainement constaté que ce n'est pas la pratique chez nous à l'Union progressiste Le Renouveau. Au moment où je vous parle, nous n'en faisons aucun commentaire. Nous sommes focus sur notre calendrier. Nous avançons sereinement. Et donc, je crois que nous allons plutôt passer cette étape-là et faire face aux grands enjeux. Voilà, vous voulez faire face aux grands enjeux, mais est-ce que le logo du parti peut être tranquille? On n'a pas de problème de logo. L'arc-en-ciel. Non, aucun débat ne se pose sur cette question-là. Aucun débat ne se pose. L'Union progressiste, Le Renouveau, a son logo que vous connaissez. Et donc le logo ne doit pas s'inquiéter. Il n'y a pas de débat. Même s'il y a des déclarations, le logo ne va pas s'inquiéter. Il n'y a pas de débat, il n'y a aucune préoccupation. C'est la sérénité totale. Je crois qu'il faut maintenir le cap. Parlons des élections générales à venir et surtout de la présidentielle qui pointe à l'horizon avec les grandes dates qui sont là et qui vous attendent. À quand la désignation du duo candidat de votre parti politique? Comment vous vous organisez? Alors vous comprenez que
c'est une question stratégique. L'Union progressiste, le renouveau, est un parti organisé, très structuré. Nous avons nos tests. Ces genres de mécanismes sont prévus dans nos tests. Vous parlez de duo. Oui. Mais moi, je vous parle d'une élection où nous avons 3000 candidats à désigner. 3000 candidats. Et vous comprenez que c'est toute une organisation. Donc, on ne se met pas, on ne se précipite pas. Ce qui est sûr, l'Union progressiste, le renouveau, sera à tous les rendez-vous. C'est ça qu'il faut noter. Et le moment venu, fort des tests de la République, fort de nos statuts, nous allons vous dévoiler comment nous nous organisons pour que nous puissions gagner les élections de la base jusqu'au sommet. Et demeurer la première force politique du pays. Et demeurer, améliorer notre position actuelle et demeurer la première force politique au niveau des conseils municipaux, au niveau de l'Assemblée nationale et au plus haut niveau. Au plus haut niveau. À la tête de l'État, les ambitions se font-elles déjà sentir, annoncer? Ça se comprend bien parce que nous avons un mécanisme, nous avons des tests. À la date d'aujourd'hui, tous les candidats, chacun est libre d'avoir des intentions. Si vous voulez être conseiller municipal, vous connaissez les tests, vous commencez pas à vous organiser. Si vous voulez être maire, vous connaissez les tests, vous commencez pas à vous organiser. Si vous voulez être député, ainsi de suite. Et vous attendez le moment venu. Lorsque le parti lance l'opération, et ce serait connu de tout le monde, en tout cas pour ce qui concerne l'Union progressiste, le renouveau, c'est le même mécanisme. Il n'y a pas d'élection qui soit plus importante que les autres. Toutes les élections sont à gagner et à les gagner proprement, dans la discipline. Et donc, à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas, je ne peux pas connaître les intentions. Tous les citoyens sont libres d'avoir des intentions pour les différents postes qui s'ouvrent. Chef de quartier, conseiller municipal, CA, maire, député, président de la République. Ça s'ouvre pour tout le monde. On se prépare, mais avant cela... Donc il y a une très bonne démocratie au sein de votre... Avant cela, il faut s'organiser. Il faut travailler dans la discipline. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et c'est ce à quoi nous nous attelons. L'élection présidentielle focalise beaucoup plus les attentions, ça vous le savez. Que prévoient les tests de l'UPR dans le cadre de la désignation de son candidat? Bon, en son temps, vous aurez les détails, le moment opportun. Et ne me demandez pas quand ce serait le moment opportun. Oui. Ce serait le moment venu. Le moment venu. Voilà. Alors, il est annoncé le mois de mai. Est-ce que c'est ça le moment qui viendra? Nous sommes pour le moment en train d'organiser le mois de février. Chaque jour suffit sa peine. Nous avons les tests qui encadrent les choix au niveau de notre parti. Vous serez informés le moment venu. Restez câblés. Alors, vous êtes donc attaché au deadline donné par le chef de l'État quand il a parlé que tout se saura à 6 mois des élections, n'est-ce pas? Oh, ça peut être une coïncidence, mais je n'affirme rien. Ce que je sais, c'est que nous nous organisons. Nos tests ont prévu les mécanismes. Nous tenons compte du calendrier électoral. Nous tenons compte de notre programme interne. Il y a beaucoup de réglages à faire avant de penser aux élections, aux désignations et aux élections. Et donc, comme je le dis, restez calme, à l'écoute. Au moment venu, l'Union progressiste, le renouveau le parti sera présent à toutes les élections. Et nous comptons vraiment nous comptons vraiment gagner et par conséquent, nous mettons le focus sur l'organisation. Et vous êtes toujours focus sur cette organisation puisque vous nous rappelez toujours que ce sont vos tests et que le moment venu, nous serons informés. Alors dites-nous, le chef de la majorité présidentielle, le chef de l'État, a-t-il son mot à dire dans toute cette organisation? Est-ce qu'il participe plutôt peut-être de près ou de loin à tout ce qui se fait au sein de votre formation politique? Vous avez bien dit, le chef de la majorité. Et nous faisons partie de la majorité.
sur ce plateau, je suis venu parler d'une partie de la majorité de l'Union progressiste, le Renouveau. Ce que je sais avec précision, c'est que nous avons depuis 2016 accompagné le chef de la majorité, nous accompagnons son programme d'action et par conséquent, nous continuerons à soutenir ce programme d'action jusqu'au bout et même aller collecter les informations chez les populations pour mieux organiser cela. Ceci étant, nous n'avons pas envie de nous laisser en si bon chemin. Et donc, dès que le moment est opportun, nous discutons avec le chef de la majorité, prenons ses conseils, parce que lui, il a eu l'avantage de diriger, il a eu l'avantage d'être au charbon, et il connaît des difficultés. Et quand on est proche d'une ressource comme celle-là, on ne crache pas dessus. C'est-à-dire donc que pour tout ce qui se passe en interne, il a toujours son mot à dire, il vous accompagne, non, vous lui posez vos problèmes, il vous apporte des solutions. Le chef de l'État a beaucoup d'autres choses à faire que de venir s'immiscer dans les partis politiques. Vous voyez le travail titanesque qui est en train d'être fait pour le pays. Je crois qu'il intervient beaucoup sur ces sujets-là et donc les partis sont autonomes. Les partis travaillent en intelligence avec le gouvernement et la majorité. Mais chaque parti est autonome et faire son petit bonhomme de chemin. D'accord. Un possible attelage avec le bloc républicain pour la plus grande élection, l'élection présidentielle? Question de stratégie. Vous le saurez en son temps. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, Christian Parfait Aoyo. Vous étiez donc notre invité. Vous êtes le porte-parole du parti Union progressiste, le Renouveau, qui travaille donc à aller aux prochaines élections en toute sérénité. Tout à fait. D'accord. Merci. Nous vous souhaitons beaucoup de courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chez vous, c'était le grand rendez-vous. Merci à vous. C'est terminé pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Au revoir. Mes amis, c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance. Après, j'ai démarré mes activités grâce au microcrédit à l'AFIA. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formé sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à l'AFIA. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique, comme toujours. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Merci microcrédit à l'AFIA. Merci d'être avec nous sur le grand rendez-vous pour ne rien rater du débat public. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités. Les conditions de financement demeurent corsées, voire